Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Pascal Vaillancourt, je suis le directeur général chez Gay-Écoute. Aujourd'hui, je m'adresse à vous au nom de l'organisme Gay-Écoute, de son conseil d'administration et de ses employés, ainsi que ses bénévoles. Premièrement, je veux vous remercier d'être ici aujourd'hui. On a reçu plus de 60 inscriptions qui vont venir au-delà de la journée, ce matin, cet après-midi pour les deux panels. On en est très contents. La première chose que je veux faire, c'est vous présenter Gay-Écoute. Gay-Écoute, en fait, pour ceux et celles qui connaissent moins l'organisme, peut-être, c'est un centre d'aide et de renseignement. Ce centre d'aide-là est dédié pour les personnes concernées par la diversité sexuelle, c'est-à-dire les personnes LGBT, leurs proches, leurs familles, les intervenants autour d'eux. On reçoit près de 11 000 appels par année. C'est un organisme qui compte 45 bénévoles qui s'impliquent 2 à 3 fois pas semaine par mois, je m'excuse, 2 à 3 fois par mois pour venir aider les personnes qui en ont besoin. C'est une équipe d'une dizaine d'employés et un conseil d'administration de 7 personnes très dévouées. Cette année, Gay-Écoute fête son 35e anniversaire. C'est dans le cadre de ces festivités-là qu'on est ici aujourd'hui. Le 35 ans, on avait décidé de faire une série de festivités ou d'activités qui étaient des activités plutôt culturelles. Il y avait des activités de divertissement et un peu plus éducatives comme celle d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous participez à la 3e activité d'une série de 4. Éventuellement, dans les prochains mois, il y aura également peut-être un spectacle de divertissement pour clôturer les activités du 35e. Maintenant, je ne terminerai pas, mais je veux remercier les partenaires pour cette journée-là parce qu'on a été très choyés de travailler avec des gens de grande qualité. En commençant par Deloitte, la compagnie Deloitte, qui nous a généreusement prêté les locaux ici, qui a mis à notre disposition une équipe pour le montage de la salle, l'organisation du buffet. Ça a été une activité facile à organiser grâce à Deloitte. Et je tiens à vous remercier, M. Talafiero et M. Murillo, aussi, Régo, qui est de notre conseil d'administration également, qui a fait la co-transmission avec nous, avec Deloitte pour la journée d'aujourd'hui. Je veux également remercier Mona Greenbaum de la Coalition des familles LGBT. Mona qui nous a vraiment beaucoup aidé pour le panel des familles. En fait, elle a fait... on l'a rencontré une journée, puis le lendemain, le panel était booké. Alors, Mona a beaucoup de drive et un bon réseau autour d'elle. Un grand merci, Mona. Je veux également remercier le Comité olympique canadien qui nous a trouvé Rosie Cossard, une athlète olympique qui n'est pas de notre province, mais il la déplace pour nous, il la loge pour nous. Alors, cet après-midi, ils seront ici. Là. Ce matin, ils ne sont pas là, mais cet après-midi, ils vont être ici. Et je ne pouvais pas passer sous silence par implication à eux. Je tiens également à vous dire en fait, qu'on a choisi 2 panels. On trouvait que c'était des sujets qui étaient assez d'actualité. On en parle beaucoup, les familles LGBT, pour une meilleure inclusion. On a choisi également le sport parce qu'on sait que c'est encore un milieu où c'est plus difficile à percer pour les personnes LGBT. Je pense que vous allez vraiment être gâtés avec les échanges de nos intervenants parce que ce sont tous et toutes des spécialistes dans leur domaine. On a eu la chance de pouvoir compter sur des panélistes généreux, parce qu'ici, il n'y a personne qui est payé pour être ici aujourd'hui. Ils le font bénévolement. La seule chose qu'on défraie, c'est leur déplacement. Fait que c'est vraiment très généreux. Je tiens à vous en remercier également. Merci beaucoup. Je veux également remercier nos 2 animatrices, Judith Lucier. Judith, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. C'était trop évident. Alors, merci beaucoup d'être ici, Judith. Judith aussi est ici pratiquement bénévole. Là. Et Dorothée Alexandre cet après-midi aussi qui anime le panel de l'après-midi. 2 animatrices qui ont travaillé pas mal d'heures avant l'organisation de tout ça. Puis on a vraiment eu plusieurs échanges. On a senti l'intérêt pour l'activité puis on en est très contents. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser place à M. Alan Talafiero, associé en consultation et co-leader du réseau LEAD de Deloitte, afin de vous adresser la parole. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je suis un peu grippé aujourd'hui, donc je m'excuse pour ça, mais je voulais faire ça quand même parce que c'est très, très, très important pour moi de vous accueillir ici à l'ouverture de Deloitte. Donc, je suis heureux de vous accueillir de ce matin
à la Tour des Droites, notre lieu de travail de l'avenir. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment impressionnant, les espaces de travail en haut. Nous avons une invitée assez spéciale aussi aujourd'hui, Josiane Brochu, l'attachée politique de Manon Massé de Québec Solitaire. Donc, merci d'être venu aussi. Il me fait grand plaisir de vous voir en aussi grand nombre pour cette rencontre qui est très importante à mes yeux. Merci de votre présence, premièrement. Merci à l'écoute, à la Coalition des familles LGBT et à l'équipe Canada pour l'organisation de cette belle activité. Chez Deloitte, nous visons à avoir une influence marquante, non seulement sur nos gens et nos clients, mais également auprès de nos communautés. Personnellement, j'en retire une grande satisfaction parce que j'étais engagé auprès de Gayline en tant que président et j'ai travaillé avec la ligne pendant 10 ans dans les années 80 et 90. Et donc, je comprends très bien votre travail, puis j'ai fait plusieurs sessions moi-même avec la ligne dans ces jours-là. Au sein du cabinet, je suis co-leader du chapitre québécois de notre réseau LEAD, le réseau de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et leurs alliés de Deloitte. Mon collègue Murilo Rego, qui est vice-président de Gay-Écoute et qui est ici avec nous ce matin, est également co-leader avec moi ici chez Deloitte. Notre réseau LEAD a été fondé en 2007 et compte environ 200 membres répartis partout au Canada. Nous avons des chapitres actifs à Vancouver, Calgary, London, Ottawa, Toronto, Montréal et à Saint-Jean. Saint-John, ça veut dire Saint John's, je pense. Pas Saint-Jean, de Québec. Nous visons à faire de Deloitte un milieu de travail plus inclusif pour les membres de la communauté LGBT et à aider notre cabinet à attirer, à former, à retenir les professionnels de cette communauté et leurs alliés. Nous misons donc sur le développement et le renforcement des relations avec les personnes LGBT à l'interne, ainsi qu'avec les réseaux LGBT externes, afin d'offrir de nouvelles possibilités pour le recrutement et le développement des affaires. Nous sommes notamment membres de la Chambre de commerce LGBT du Québec, qui a décerné à Deloitte le prix Phénicia de l'entreprise de l'année, et nous siégeons au conseil d'administration de Fierté au travail, en tant que membre fondateur aussi. Au cours des dernières années, nous avons également tenu compte 4 journées de bénévolat au Centre communautaire des gays lesbiennes de Montréal. Ces journées de bénévolat nous ont permis d'aider des organismes tels que Réseau de Gris de Montréal et la bibliothèque à Lit ouvert à avancer leurs tâches de plusieurs semaines, voire des mois, dans une seule journée. Nous assurons aussi la présence d'un mécanisme officiel de communication entre les membres de la communauté LGBT et la direction de Deloitte, tout en cherchant des moyens de sensibiliser les autres membres du cabinet aux problèmes auxquels la communauté LGBT est confrontée. Nous pouvons donc intervenir et soutenir nos employés LGBT s'ils ont des questions ou s'ils sont confrontés à des situations de discrimination, ce qui arrive rarement chez nous, heureusement. Une des activités de sensibilisation qui a eu le plus d'impact chez nous a été la distribution de tulipes mauves à tous nos personnels de bureau de Montréal lors de la journée internationale contre l'homophobie sur 3 années consécutives. Enfin, nous travaillons actuellement sur 2 initiatives au niveau national. Nous venons de finir une première embauche d'un ensemble de lignes directrices de transition visant à aider nos employés transsexuels. Et nous travaillons étroitement avec Fierté au Travail Canada sur un programme de mentorat pour les femmes LGBT. Le programme compte à ce jour 40 mentors.
Avant de terminer, je voudrais saluer Équipe Canada, qui est avec nous aujourd'hui. Deloitte est un fier commanditaire de l'équipe olympique canadienne depuis quelques années déjà. À l'automne dernier, le Comité olympique canadien et Deloitte ont lancé plein de matchs. Il s'agit d'un programme de transition et de mieux-être pour les athlètes de haute performance, conçu pour donner aux athlètes canadiens de nouveaux outils pour poursuivre l'excellence pendant et après leur carrière sportive. Le programme a comme objectif de fournir aux athlètes canadiens des ressources pour préparer leur vie après le sport. À cette même occasion, le Comité olympique canadien et Deloitte ont annoncé le renouvellement de leur partenariat jusqu'en 2032. Une durée sans précédent pour un engagement qui témoigne de l'impact positif de Deloitte sur le système sportif du Canada. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Judith. Je vous souhaite à tous une excellente séance aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venus. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Je vais vous présenter sans plus tarder nos panélistes, si vous les voyez devant vous depuis 5 minutes. Je vais commencer par Mona Greenbaum, qui est directrice générale de la Coalition des familles LGBT. Isabelle Côté, qui est professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Elle s'est penchée notamment sur la question des papiers qui fondent leur famille à l'aide d'une gestation pour autrui et sur les familles lesbo-parentales fondées avec un donneur connu. Kevin Lavoie, qui est doctorant à l'Université de Montréal en sciences humaines appliquées, il travaille sur les lacunes dans les services sociaux pour les familles LGBT et s'intéresse aux familles homopaternelles et lesbo-parentales recomposées. Et Valérie Malamo est animatrice à la Coalition des familles LGBT et s'intéresse aux lacunes en milieu scolaire. Et Samuel Seigneur est avocat à la clinique juridique trans. Merci à tous d'être ici. C'est vraiment un plaisir. Je vais commencer par poser une question d'ordre général à Mona. Mona, tu as milité pour les droits des parents LGBT depuis les années 90. Je ne veux pas te vieillir, mais reconnaître tout ton apport à la cause. Déjà, c'est l'âge avant Bontier, mais... Donc, on connaît tout le chemin qui a été parcouru depuis les années 90. On a l'impression que tout est réglé, mais encore, il y a des petits détails. Hier, Justin Trudeau disait qu'il allait offrir un congé obligatoire pour les pères de façon à favoriser la répartition des tâches dans la famille. Donc, c'est un petit détail hétéronormatif qui aurait pu être évité en utilisant le terme « autre parent » ou quelque chose du genre. D'après toi, Mona, qu'est-ce qui reste à accomplir à part ces petites grenades-là qui demeurent et qui agacent un petit peu? Mais c'est sûr, comme tu as dit, l'être sexiste persiste, donc ça, c'est toujours une lutte. Mais on a commencé nos luttes, comme tu as dit, dans les années 90, où il n'y avait pas des droits du tout pour les familles homoparentales. Il y avait juste la possibilité d'avoir un parent légalement reconnu. Et puis, dans le temps, notre but était vraiment de réussir à avoir une égalité juridique. Donc, d'avoir la même chose que les couples hétéros avec 2 parents. Et puis, on a réussi. Comme en 2002, il y a eu une grande réforme du Code civil. Donc, on a réussi vraiment à avoir une égalité juridique. Et en même temps, on a constaté, même le lendemain, après que les préjugés et les attitudes persistaient, donc la lutte contre l'homophobie et l'hétérosexisme, ça a continué depuis des années. Dans le temps, quand la loi était adoptée, il y avait comme l'acceptation des familles homoparentales selon les sondages légers, choses comme ça, était autour de 20-30%. Maintenant, aujourd'hui, on est rendu à peut-être 50%, c'est étonnant parce que dans nos cercles personnels, des fois, on pense que c'est complètement accepté à 100%. Il reste 50%. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a toujours c'est un peu comme les vestiges de l'homophobie dans notre société.
Mais aussi, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres types de familles qui ne sont pas encore légalement reconnues. Et puis, c'était comme dans le temps, quand je pense à les luttes qu'on a fait au début des années 2000, l'idée était vraiment d'avoir la reconnaissance des deux parents de même sexe. Mais on était déjà conscient à ce moment-là qu'il y avait d'autres types de familles, des familles pluriparentales, il y a toutes sortes d'autres réalités. Donc c'était une stratégie étapiste, mais ça nous frappe de plus en plus qu'il y a toutes sortes de familles qui sont pas légalement reconnues. Donc, je dis d'abord, comme avec la recherche de Kevin et puis d'Isabelle, il y a des familles où il y a des donneurs de gamètes qui sont impliqués. Donc, des fois même comme parents. Donc, deux mères lesbiennes qui ont un donneur connu qui est impliqué socialement, pas juste comme donneur de ces jeunes. Et puis, on a vu dans d'autres juridictions au monde qu'il y a ces possibilités existent. Comme même en Colombie-Britannique, au Canada, il y a maintenant la possibilité, il y a eu une réforme du droit familial en 2012 où on peut reconnaître 3 parents, 24 dans le droit de la famille. Donc ici, comme c'est pas sur l'horizon, quand même avec le rapport récent qui venait du comité du ministère de la Justice, on ne pense même pas à reconnaître les beaux-parents dans les familles hétéroparentales. Donc on est un peu loin de ça. Il y a aussi évidemment le cas de la GPA, la gestation pour autrui, donc Isabelle et Kevin vont parler de ça. Donc, il y a un manque, il y a des préjugés contre les personnes qui font des familles comme ça. C'est toujours vu comme un peu pas socialement acceptable par certaines personnes, mais le problème, c'est que ces familles existent et qu'il faut les encadrer légalement. Donc, ça, c'est notre lutte. Il y a bien d'autres, il y a les parents trans aussi qu'on voit comme avec la reconnaissance grandissante des parents trans, des personnes trans en général dans notre société. Donc, il y a de plus en plus qu'on voit à notre organisme des parents, des futurs parents trans qui veulent être reconnus légalement et puis des problèmes avec leur acte de naissance. Donc, ça, on va parler de ça. Donc, il y a des problèmes qui persistent et puis nos familles sont tellement diverses. Donc, on a entré un peu dans le cadre d'une certaine hétéronormativité. On remplace comme mère et père, donc on remplace l'un ou l'autre par un parent de même sexe, mais aussitôt que ça déroge de ce norme-là, avec des tierces parties et puis d'autres réalités, donc là, on est toujours comme, il y a des grandes lacunes. Donc, du travail à faire. Puis on aura le temps d'y revenir plus en détail, notamment avec les autres panélistes. Une de vos activités principales à la Coalition des familles LGBT, ça demeure d'offrir des formations où il y a tout l'aspect politique. Vous avez participé à plusieurs commissions parlementaires, mais vous continuez à donner des formations pour les futurs parents. Oui, mais il y a deux choses qu'on fait. En fait, on fait des ateliers pour les futurs parents, pour les aider à fonder leur famille, parce que c'est pas nécessairement évident comment le faire. Et puis, comment faire des bébés. Oui, c'est ça, exact. Mais en fait, notre grand travail à la Coalition, c'est de former le grand public, et puis on forme à 3 à 4 000 intervenants par année qui sont des enseignants, des futurs enseignants, on est beaucoup dans les universités, les travailleurs sociaux. Donc, on fait beaucoup de formations sur l'homophobie, sur l'hétéronormativité, donc, et puis toujours de démystifier les familles. On utilise un peu les familles, un peu comme un outil pour déconstruire les préjugés qui persistent dans notre société en termes de la diversité sexuelle. Isabelle, je commencerai avec une question générale. Il y a beaucoup d'incompréhension au sujet des mères porteuses. Je pense que tu peux pas appeler ça des gestatrices. Quelles sont les plus fréquentes? Beaucoup des préjugés qui persistent envers ces femmes-là. En fait, ça persiste envers le projet parental comme tel. Hein? Il y a plusieurs, comment je pourrais dire, interprétations qu'on a de la loi ou de la possibilité d'avoir des enfants par une gestation pour autrui, notamment c'est illégal, par exemple, au Québec. Donc, de faire ça, on s'expose, on fait quelque chose qui est contre la loi, ce qui est pas le cas. C'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'on présuppose une certaine instrumentalisation des femmes, c'est-à-dire
on va souvent dire que les parents qui vont avoir des enfants par gestation pour autrui ont des moyens, puis ils vont avoir des enfants avec une femme qui est souvent défavorisée. Donc, à cause de ça, ils vont instrumentaliser la femme, puis elle n'aura pas le choix de participer à ça pour un peu se sortir d'un problème économique, par exemple. Ça, c'est un autre préjugé qu'on a, alors que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ou l'autre préjugé qu'on a aussi, c'est de dire que, ben, on se sert de cette femme-là strictement pour faire un enfant, puis après ça, alors que c'est une dynamique beaucoup plus complexe qui va se tisser entre le couple et cette femme-là. Finalement, on a l'impression, socialement, que c'est surtout des pères gays qui vont avoir des enfants avec une gestation pour autrui. Évidemment, il y a des pères gays qui choisissent cette façon-là d'avoir des enfants, mais dans les faits, sur un ensemble d'enfants qui naissent par la gestation pour autrui, c'est principalement des couples hétérosexuels qui ont des enfants comme ça. Écoute, en termes de statistiques, on n'en a pas ici. Je ne pourrais pas documenter ça ici comme tel, mais les dernières études que j'ai lues, puis c'est difficile parce que ça dépend des juridictions. Tu vois, comme aux États-Unis, ben, on va dire que c'est presque 80% des parents hétéros, mais en même temps, les juridictions, en termes de reconnaissance légale des parents de même sexe, c'est difficile. Donc, ça reste des statistiques très difficiles à avoir. Puis évidemment, parce que c'est perçu comme illégal, c'est pas non plus quelque chose qui passe facilement, c'est sous le radar en fait. Hein? Et ça prend un intermédiaire pour qu'on puisse les compter. Tu sais, les couples qui ont des enfants avec une gestation pour autrui relationnelle, donc une proche, une sœur par exemple, qui se propose pour porter les enfants de sa sœur, évidemment, on ne les verra pas, ou de son frère, ou on ne les verra pas, ces personnes-là. Donc, statistiquement, c'est excessivement difficile de le faire. Mais si on regarde les jugements légaux, c'est surtout des couples hétérosexuels qui sont allés pour avoir une reconnaissance de leur filiation. Donc, c'est à partir de là que je me pense. Puis, quand tu dis que c'est pas tout à fait le cas, que les femmes, les gestatrices ne sont pas nécessairement dans un rapport d'exploitation, peux-tu nous donner un peu une idée de ce que tes recherches ont montré? Parce que je pense que tes recherches ont porté là-dessus. Bien, mes recherches à moi portent sur les parents d'intention qui ont des enfants avec une tierce partie. Donc, les couples lesbiens, j'ai interrogé des donneurs, mais dans le cas de la gestation pour autrui, j'ai rencontré les parents d'intention, donc les pères gays, et c'est Kevin qui va faire sa recherche doctorale sur les gestatrices ou les donneuses d'ovules aussi, parce qu'on ne parle pas d'elles, elles sont plutôt invisibles. Donc, ce qu'on a pour l'instant comme données, on n'en a pas beaucoup des données non plus sur ces femmes-là. Ce qu'on a comme données, c'est ce qui a été publié, c'est des recherches qui sont relativement marginales. Par contre, ceux qui sont les parents d'intention que j'ai rencontrés, donc les pères gays, en fait, que j'ai rencontrés, ce que je constate, c'est que même des années après la naissance d'un enfant, les pères ont encore des contacts avec ces femmes-là de façon plus ou moins soutenue. Les réseaux sociaux, pour ça, c'est super le fun parce que ça permet d'avoir une bonne distance relationnelle. Hein? Pas trop proche, pas trop loin, mais quand on met en scène notre propre famille sur Facebook, hein, les jeunes parents ici, ceux qui sont devenus parents à l'ère de Facebook, en tout cas, moi aussi, j'étais devenue mère à l'ère de Facebook, là, tout aurait été mis là-dessus dès que mon fils, premier sourire, premier gazou, tu sais. Donc, évidemment, ces pères-là sont comme ça, ils font ça, et la gestatrice, elle a accès à une tranche de vie de l'enfant qui se développe par les réseaux sociaux, et vice-versa, elle-même met enceinte sa famille. Donc, les pères gays vont avoir accès à ça, ils vont aussi dire aux enfants, regarde, ben, tu vois, ça, c'est des enfants qui vont la nommer par son prénom, par exemple, et les enfants, donc, vont avoir connaissance d'elle, ils vont pouvoir la connaître jusqu'à ce point-là. D'autres ont des liens plus soutenus, aller en vacances chez elle, aller en vacances chez... D'autres en ont presque pas. Là, ça va être une question très générale, puis on aura le temps d'élaborer davantage sur certains aspects, mais les plus grandes lacunes dans les services sociaux pour les familles LGBT, elles se situent où? Il y a plusieurs choses, je pense, à mentionner. Entre autres, je pense que c'est une part de la visibilité. Par exemple, si un parent gay, lesbienne, bisexuel, trans, qui est en demande d'aide, puis qui veut savoir si sa famille va être représentée dans certains services, ou parce que ça va être toujours la même image, souvent que ça va être papa, maman, avec les enfants, qu'on va être représenté. Puis comme parent de minorité sexuelle, bien, on peut se questionner en disant, bien, est-ce que je vais avoir ma place, est-ce que ma réalité va être reconnue puis comprise? Parce que beaucoup de parents LGBT vont devoir éduquer les intervenants sociaux par rapport à leur réalité, en disant, bien, c'est ce que je vis, c'est ça ma dynamique. Parce que ce qu'on remarque, en fait, c'est les lacunes sur le plan de la formation des intervenants sociaux, des éducateurs et éducatrices, le personnel scolaire également, c'est la même chose. C'est qu'on n'a pas de connaissances, puis c'est rarement intégré dans le curriculum scolaire des étudiants, des élèves à l'université, entre autres. Donc, c'est toujours comme ça que
Ça, je pense que ça va être une grosse lacune en termes de connaissances, ne serait-ce que des réalités LGBT en général et des familles particulièrement. Puis tout le défi que ça pose d'éducation du personnel, des professionnels de la santé, des services sociaux. Peux-tu nous donner un exemple spécifique de comment, par exemple, le fait d'être devant un intervenant social qui n'est pas nécessairement au courant de ces réalités-là? Ben, tu sais, il y a le classique, je pense, la version soft de l'hétérosexisme. Ça, par exemple, vous avez une femme devant vous qui dit, ben, est-ce que vous avez un conjoint? Avez-vous un chum? Donc, présumer de l'hétérosexualité, on le fait beaucoup, c'est dans notre façon d'interagir, c'est des interactions sociales. Mais ça, constamment, en fait, qu'est-ce que ça fait comme répercussion? C'est que ça ferme des portes en intervention. Lorsque la personne présume de ton hétérosexualité, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise de dire, ben, puis quand on pense qu'on est dans un bureau d'un CLSC, on est en demande d'aide, on a d'autres choses à réfléchir, puis on souhaite avoir un accompagnement, par exemple. Quand la personne nous situe en termes d'hétérosexualité, puis c'est pas notre réalité, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise de dire non, c'est pas ce que je vis, j'ai une blonde, donc corriger la personne. Et il y a parfois des gens qui vont choisir de dire, ben, je vais gommer un peu la réalité, je vais faire semblant que j'ai un conjoint, tout ça parce qu'on ne connaît pas la personne, on ne sait pas si elle va réagir de façon homophobe, elle va-tu nous juger par rapport à notre réalité ou notre situation familiale ou conjugale. C'est toutes ces craintes-là, en fait, que les personnes de minorité sexuelle doivent évaluer lorsqu'on arrive dans le secteur de la santé et services sociaux. Ben, comment je vais être accueilli? Est-ce que ça va être une façon adéquate? Est-ce que ça va être respectueux? Est-ce que l'attitude, les connaissances vont refléter ce que je vis? Toutes ces questions-là, je pense que ça en est un exemple. Est-ce que je peux ajouter à ça? Oui. Comme juste dans le système de la santé aussi, comme dès qu'un enfant est né, comme supposons une couple lesbienne qui ont un enfant qui est né dans un hôpital, c'est toujours sur les formulaires qu'on va croiser. Encore c'est retourné. C'était enlevé pour un moment et puis c'était juste parent. Là, c'est retourné, j'ai entendu, donc ça dit mère-père. Donc on est obligé. Et puis là, dans les hôpitaux. Je m'excuse, mais c'est un recul parce que. Oui, c'est un recul. Mais de ce que j'ai entendu, c'est difficile de suivre ça exactement. Et puis peut-être ça varie d'une place à l'autre, mais j'ai l'impression que ça, c'est le cas en général, que donc les formulaires sont. Combien d'années après, comme 14 ans après, donc les formulaires sont toujours pas adaptés. Et puis, j'ai eu des cas des personnes qui cherchaient le dossier médical de leur enfant dans un hôpital et que le deuxième parent, qui est légalement reconnu sur l'acte de naissance, mais dans les dossiers de l'hôpital n'est pas là, donc on ne peut pas chercher le dossier médical. Donc ça, c'est énorme que ça persiste, ce genre de oubli. C'est étonnant quand même en 2016, c'est ça, de 14 ans plus tard. On peut penser aux formulaires, ça peut être également sur les sites web des organisations. Parce que quand c'est toujours dépeint, papa, maman, père, mère ou couple hétérosexuel, donc les images qui sont collées avec le texte, c'est plein de petits détails comme ça que lorsque tu es en demande d'aide, tu vas aller vérifier et dire, ah, ben finalement, oui, c'est des services généralistes pour la population générale, mais des personnes qui disent, ben c'est peut-être pas pour moi. Entre autres, les mères séparées que j'ai rencontrées, plusieurs ont tenté d'avoir de l'aide par rapport à leur séparation parentale avec leur ex-conjoint. Puis ils se disaient, ben si je vais dans une maison de la famille avec des groupes de soutien, elle parle toujours de la mère, puis le père, l'ex-conjoint. Et là, je dois faire un coming out. En fait, je dois dévoiler mon orientation sexuelle à toute la gang que je connais pas. On est tous en demande d'aide, on est tous en train de réfléchir à notre transition familiale. Et là, est-ce que je suis prête à vivre avec ces questions-là, quand c'est pas ça mon besoin, en fait, c'est pas mon orientation, c'est toutes les autres choses que je peux vivre, que tout le monde peut vivre, en fait. Donc, ça force un coming out à chaque fois. Et c'est tout ce genre de situation-là que c'est pas toujours adapté aux réalités LGBT. Valérie, j'imagine qu'on retrouve des lacunes semblables encore en milieu scolaire. Évidemment, la question de la visibilité est identique à ce qu'a parlé Kevin. La famille représentée dans le milieu scolaire, c'est principalement la famille hétéroparentale. C'est absent du cursus, c'est absent des images, c'est absent du dialogue. Donc, c'est clair que nos familles ne sont pas représentées. Ça, c'est un gros problème pour les parents, mais beaucoup pour les enfants. Ça leur cause à eux un stress de dire « mais je ne suis pas reconnue ici ». Donc, le cheminement typique d'un enfant dans le milieu scolaire va être d'être très ouvert sur sa réalité au début, d'en parler aisément, mais quand il voit qu'il n'est pas représenté, quand les professeurs n'interviennent pas pour légitimiser leur famille, ils en parlent de moins en moins. Ça devient un secret, un peu. Ils vont
tempérer, en parler de moins en moins. Ils vont avoir toutes sortes de stratégies pour un peu protéger ça parce qu'ils ne se sentent pas valorisés. Donc, ça cause un stress aux enfants, puis ça, c'est juste un des enjeux de l'invisibilisation. Je vous donne un exemple très simple. La première semaine à l'école d'un enfant en première année, c'est présenter ta famille. J'ai souvent un arbre généalogique qui est proposé. Typiquement, qu'est-ce qu'il y a sur l'arbre généalogique? Papa, maman, et des gens commencent à être obligés de créer une contrariété le jour 1 de l'école. Un autre enjeu, c'est aussi la formation du personnel. C'est clair que les professeurs, qui ne sont pas mal intentionnés, je connais peu de professeurs qui ne veulent pas que tous leurs élèves soient bien, ne savent pas comment intervenir dans toute situation, qui sont manque de formation à l'école, c'est clair. Qui ne savent pas comment dealer avec l'homophobie qui est très présente dans le milieu scolaire. On en parle de plus en plus, même dans le milieu primaire. On se doute bien que c'est très présent en secondaire, mais c'est très présent en primaire. Il y a beaucoup d'études qui supportent ça et les enfants des familles homoparentales, ils sont très sensibles à ça. Ils ne sont pas vraiment ciblés, mais ils sont très sensibles à cette homophobie-là. Les profs n'interviennent pas. Donc, ça envoie un autre signal que ce n'est pas nécessairement accepté socialement. Ça crée d'autres stress chez ces enfants-là. Donc ça fait partie des éléments qui s'additionnent aussi au niveau du scolaire. C'est la présence, l'omniprésence de l'homophobie qui, étonnamment, en 2016, est encore très virulente. Puis, bon, à part former le personnel scolaire, est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui sont mises en place pour contrer cette hétéronormativité-là au milieu scolaire? Bien, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs affaires qui font que les professeurs commencent à se poser des questions. Notamment, il y a les stratégies de lutte à l'homophobie, il y a la politique, il y a également la loi qui a changé, l'instruction publique avec le projet de loi 56, qui est venu forcer quand même une prise de conscience dans plusieurs écoles où on a mis en place un plan de lutte à l'intimidation qui doit notamment lutter contre l'homophobie. Donc, dans cette optique-là, on a des écoles qui prennent sur eux d'avoir une stratégie plus inclusive, de faire de l'éducation plus inclusive, puis qui vont commencer à regarder toutes les facettes, dont la famille. Alors, ça va s'insérer, évidemment, dans différents mécanismes, mais il manque de ressources. Fait que nous, à la Coalition, on a fait quand même un bon travail de mettre beaucoup de ressources à la disposition des professeurs, de diffuser ce matériel-là qui est gratuit. Ils peuvent le prendre sur notre site web, c'est des PDF qu'ils peuvent utiliser, c'est des activités qu'ils peuvent faire en classe. Ça leur coûte rien, là. Ils ont juste à choisir d'en faire une à la place d'une autre activité pédagogique. Ça répond à des impératifs pédagogiques. Donc, ces professeurs-là peuvent créer cette visibilité-là, démystifier des choses, lutter contre l'homophobie de façon constructive dans le cadre pédagogique, puis on leur fournit des outils. Fait qu'ils ont juste à visiter notre site web. Fait que si on fait notre formation, s'ils savent que la trousse existe, ils peuvent aller s'approprier du matériel. Est-ce que ça se peut même avec votre trousse, si les enseignants ne se sentent pas qualifiés ou sont insécures de travailler ce matériel-là? C'est pas juste le matériel, ils ont peur des répercussions, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de réactions de la part de certains parents. Bien, ça peut arriver qu'un parent ne soit pas d'accord qu'on fasse l'éducation. Ils ont l'impression que c'est de la promotion, mais c'est pas de la promotion, c'est de faire un geste d'inclusion. Et il y a cette perception-là de certains parents qui vont réagir. Il y a parfois des collègues qui vont s'opposer à ça, qui ne vont pas être d'accord qu'un professeur prenne une initiative comme ça. Ça peut être aussi la direction même. Même si la loi dit clairement qu'on doit lutter contre l'homophobie, que le personnel a le droit de le faire, et la direction ne peut pas faire l'obstruction. C'est pas nécessairement du cas. Quand tu es un prof, puis on forme beaucoup de jeunes professeurs qui sont pleins de bonne volonté, mais qui débarquent dans une école parce que c'est fermé, c'est pas évident de mettre sa carrière en jeu et aller contre un système qui est en place. Donc, c'est pas simple, puis il y a des craintes réelles. Plus on forme une école, plus on forme massivement les professeurs, quand il y a une masse critique, ça va mieux. Quand un prof tout seul qui se fait l'ambassadeur, c'est plus difficile de lutter contre ça. Quand on va chercher une certaine masse critique, 10, 12 professeurs qui veulent, bien là, ça commence à changer, puis il se met en place des politiques dans l'école. Oui, effectivement. Samuel, bon, j'imagine qu'on a tendance à dire que les enjeux trans, c'est un tout nouvel enjeu, alors que pas tant que ça, mais il reste que dans l'espace public, dans les discussions, on commence à discuter. Je sonne avec le micro. Pardon? OK. Donc, quelles sont en ce moment les luttes qui sont à mener du point de vue des familles transparentes? Alors, c'est sûr qu'il y en a plusieurs à ce moment. On est en train de vivre un trans baby boom, où il y en a, comme j'ai rencontré
rencontré 4 arrivées des parents trans dans les dernières 4 mois. Alors, on voit vraiment qu'il y en a beaucoup de jeunes familles qui commencent à avoir des enfants. Et pour eux, il y a un manque de reconnaissance par rapport à la réalité juridique. Il n'y a pas la possibilité à ce moment de changer. Si vous êtes désigné comme mère parce que vous avez une identification légale féminine, c'est impossible de changer de mère à père plus tard. C'est possible de changer le nom sur le certificat de naissance de l'enfant, mais alors c'est Samuel mère, mais c'est impossible de changer la désignation parentale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les parents trans ont besoin de faire un coming out chaque fois que l'enfant montre le certificat de naissance. Aussi, c'est sûr qu'il y en a des parents qui n'identifient pas comme une mère et un père, mais qui veulent seulement parents. Et je dois dire, dans mon opinion personnelle, je pense que parents, c'est assez simple comme une solution pour plusieurs personnes. On n'aura pas à réfléchir, c'est quand qu'une mère devient une mère, la mère devient un père. Et on voit que dans des autres provinces, même, c'est juste parents. J'ai l'impression que c'est assez simple. Mais comme pour les parents trans qui vivent avec cette réalité quotidienne, des fois les personnes m'ont demandé, mais c'est où que vous montrez le certificat de naissance de votre enfant? C'est chaque fois que vous rentrez à la garderie, c'est obligatoire de montrer que c'est vraiment votre enfant. Alors ça veut dire que vous avez besoin de faire une coming out. Peut-être quand même, vous voulez parler de l'effet qu'un parent est trans ou non, mais ça doit être comme la vie privée de la personne. La personne doit décider. Aussi, on doit demander si c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant d'avoir l'identification légale de leurs parents pour toute leur vie, même après le décès de leurs parents, qui n'est pas correct. Alors, on est en train de faire une poursuite judiciaire pour essayer de régler ce problème. Vous allez prendre la voie légale, parce qu'il y a eu quand même, ça a été au menu des discussions entourant la loi, le projet de loi 35, qui est une loi. Oui. Et ça n'a pas été retenu donc, par les responsables de ce projet de loi. Donc, maintenant, il n'est plus obligatoire de suivre tous les processus pour faire un changement de nom légal pour certaines personnes trans, donc adultes, citoyens. Mais il reste que pour les enfants et les parents, ça demeure, vous allez poursuivre par la voie légale. C'est ça. On va le poursuivre par la voie légale, mais aussi on essaie quand même d'avoir des solutions dans l'Assemblée nationale, comme dans mon opinion, on va poursuivre toutes solutions possibles et éventuellement, je suis sûr qu'un va marcher. C'est ça notre approche. Il y a aussi des autres problèmes juridiques pour les parents trans. On voit maintenant beaucoup de discrimination dans les services, les centres de fertilité, les docteurs, beaucoup d'hommes qui veulent porter les enfants, mais les services sociaux ne sont pas prêts. Il y a toujours une question à demander, c'est quoi la ligne entre la discrimination et le manque de connaissances? Et on regarde ça, mais quand même, quand il y a un refus d'appeler le bon nom, de dire lui, il ou elle, et quand il y a des fois même un refus de service, moi je suis convaincu que ça commence à être la discrimination et pas seulement un manque de connaissances, mais c'est sûr qu'il y a le travail à faire par rapport à ça. Et comme beaucoup de fois je pense avec les parents trans ou les personnes trans, les personnes vont me dire, mais vous êtes combien vraiment? Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas un gros enjeu, vous êtes juste 3-4. Alors ça, c'est juste que je parle beaucoup de le fait que je rencontre beaucoup de personnes trans, même 4 bébés dans les derniers 4 mois. On est partout. On arrive, on est préparé. Je me souviens, j'ai écrit un article sur un père trans l'année passée, puis ça a causé une commotion, donc ça a beaucoup choqué les travailleurs. Question de base, Mona, est-ce qu'il y a encore, bon, tu as dit 50% des gens au Québec encore ne sont pas à l'aise, je pense, avec l'homoparentalité. C'est quoi les préjugés qui demeurent les plus prenants? Puis qui sont ces gens-là? On sourit parce qu'on fait ça en formation tout le temps. Donc, on fait des déconstructions d'une série de mythes. Oui. Donc, il y a des traits virulents comme les pères gays sont des pédophiles. Personne ne va dire ça, mais en même temps, on voit sur le terrain
comme des familles homopaternelles, où les autres parents ont peur de peut-être amener leur enfant pour la fête de l'enfant, de laisser leur enfant seul dans cette maison-là. On ne va pas dire, oh, ces gars-là sont pédophiles, mais en même temps, il y a des craintes. Mais il y a bien d'autres qui sont plus comme smooth, mais quand même des préjugés, comme les enfants vont manquer des modèles de robe, les enfants vont avoir des carences dans leur développement parce qu'ils ne vont pas avoir la possibilité de développer une identité de genre qui est normale, ou je dis ça en grand guillemets, ou l'expression de genre qui est normale. Les enfants, c'est quoi les autres? Mais les enfants vont, oui, c'est ça, ils vont devenir gays. Donc, oui. C'est aussi comme si ça c'est. Et c'est grave. Oui, oui, c'est ça. Les enfants vont être mêlés en général, donc, parce qu'il n'y a pas un père et une mère qui vont avoir des difficultés dans leur relation avec d'autres enfants. Donc, il y a toujours des mythes qui persistent. Puis, ça demande, est-ce que je ne veux pas faire d'agisme, mais est-ce que c'est des gens qui sont nés avant 1950? Il y a toutes les... C'est très drôle parce que je m'en souviens, il y a 2-3 ans, on a eu, le gouvernement du Québec a fait une publicité sur l'homophobie qui était comme des spots à la télévision. Et puis, ils ont engagé la boîte de communication Cossette pour faire ces publicités. Et puis, pour faire la recherche, Cossette a fait comme les vox pop sur les rues de Québec. Donc, vraiment, un échantillon qui n'était pas très aléatoire. C'était des jeunes blancs entre 20 et 30 ans. Et puis, j'ai regardé la vidéo, et puis, donc, il y avait des questions. Est-ce que vous êtes homophobe? Donc, certainement, il y avait une personne qui a dit je suis homophobe. Mais, je dirais peut-être 9 sur 10 on dit oh oui, je ne sais pas comme si une gay ou une lesbienne doit élever les enfants. On dit toujours comme ok, les gays et les lesbiennes, ils peuvent être des bons parents, mais les enfants vont manquer quelque chose. Mais c'est pas l'idéal. Oui, c'est ça. C'est pas la famille parentale. Donc, ils vont nous comparer peut-être à une famille monoparentale qui a un manque. Mais en fait, la recherche démontre qu'il n'y a pas de différence. S'il y a 2 parents de même sexe ou 2 parents de sexe opposé, il n'y a vraiment pas de différence. Nos enfants développent aussi bien que d'autres enfants. OK. Isabelle, il y a beaucoup de changements en ce moment qui se préparent au niveau du droit familial. Il y a eu le dépôt récemment du rapport du comité consultatif sur le droit de la famille. Et un récent avis du Conseil du statut de la femme sur les gestatrices qui était ambigu, c'est vrai. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de clarté entourant les gestatrices au Québec? Puis peut-être que vous pouvez expliquer en ce moment, quelle est la situation? En ce moment, la situation, c'est que quand un enfant naît d'une gestation pour autrui, il n'y a pas une reconnaissance automatique aux parents d'intention. Ça, c'est la première chose. Donc, habituellement, comment ça fonctionne, c'est que le père biologique là, va être reconnu parent de l'enfant et l'autre parent doit, et là, c'est pas clair comment procéder pour pouvoir avoir la filiation reconnue. Donc, est-ce que c'est par l'adoption? Est-ce que, bon... Et là, les jugements récents des tribunaux en cours d'appel tendent à démontrer que la meilleure procédure à utiliser, c'est le consentement spécial à l'adoption. Donc, à la fois la gestatrice et le père biologique consentent à ce que les parents deviennent le parent légal de l'enfant. Mais il y a des fois des juges qui ont dit oui, d'autres fois des juges ont dit non. Et en janvier, il y a un jugement qui vient de sortir qui permet justement, entre autres, la reconnaissance de la filiation d'un enfant à son père, alors que le juge de première instance avait dit non. Mais ça a été cassé en cours d'appel, ça vient d'être en janvier, je pense, dernier. Donc, pour l'instant, c'est une espèce de... comment je pourrais dire, un no man's land, hein? Je pense qu'on appelle ça un flou juridique. Oui, c'est ça, un free for all même, parce que ça dépend devant qui on tombe pour être reconnu ou non. Il y a des situations très intéressantes où, par exemple, je vais juste donner l'exemple. Aussi au Québec, là, c'est la mère qui accouche qui est la mère d'enfant. Le droit est fondé là-dessus. La femme qui accouche est la mère d'enfant. Et donc, dans certaines situations, dans la situation dont on parle en janvier, là, qui a été cassée, les pères, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est de ne pas reconnaître la mère légalement. Donc, la mère n'avait pas déclaré avoir accouché. Là, quand je dis la mère, je parle vraiment en termes légaux. OK? On se comprend? Donc, l'enfant est né d'un mère inconnu, ce qui, dans notre droit, est une hérésie. On peut naître d'un père inconnu, mais pas d'une mère inconnue. C'est hérétique, ça. Et donc, le juge de première instance
a dit, ben, elle ne peut pas consentir à l'adoption, elle n'a même pas accouché. Fait que, tu sais, ça vient d'arriver là. Non. Et c'est allé en cour d'appel, et la cour d'appel a dit, ben là, non, on va permettre l'adoption par consentement spécial. Mais moi, j'ai rencontré des pères qui ont fait cette situation-là. Ils sont allés aussi en cours et le juge a dit, mais comment ça, il n'y a pas de femme sur l'acte de naissance de l'enfant? Ben parce que le directeur de l'État civil nous a recommandé de ne pas la nommer. Il dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, c'est pas de votre faute. Fait que oui, on autorise l'adoption. Voyez-vous, donc, la même situation, en première cour, ça a été évalué différemment selon le juge qui a. Et c'est ça le problème actuellement. Donc, le comité consultatif du droit de la famille, lui, ce qu'il propose, c'est de reconnaître la filiation de l'enfant ainsi né, et donc de reconnaître à ses parents l'intention, mais il va proposer certaines conditions ou certaines mises en place, un mécanisme, en fait, juridique pour baliser le recours à la gestation pour autrui, notamment la question où la femme qui va accoucher va être légalement reconnue la mère de l'enfant, va consentir à l'adoption, mais en fait, elle va avoir un délai de quelques jours. Le comité consultatif recommande 30 jours pour changer d'idée, le cas échéant, peu importe le matériau génétique avec lequel l'enfant a été né. Donc, si l'enfant est né, par exemple, du globule de sa mère d'intention, la gestatrice pourrait quand même décider de garder l'enfant. Le comité consultatif recommande un peu des choses semblables, recommande, lui, pas le comité consultatif, le CSF, reconnaît le Conseil du statut de la femme à peu près les mêmes choses, donc le droit de changer d'idée, par exemple, reconnaître la filiation des enfants nés par gestation pour autrui, vont suggérer d'autres mécanismes ou d'autres propositions, notamment s'assurer que la femme qui agit comme gestatrice a déjà eu une grossesse antérieurement, par exemple, et a déjà accouché, qu'elle a un âge minimal. Bon, différentes autres. Il recommande qu'elle ne soit pas rémunérée. Qu'elle ne soit pas rémunérée, effectivement. Il recommande que le gouvernement fédéral encadre qu'est-ce qui est comment j'appelle ça? Ce qu'on peut donner comme dédommagement. Parce que là, pour l'instant, il y a un flou. Qu'est-ce qui est un dédommagement correct ou non là, par rapport à ça? Donc, le Conseil du statut de la femme invite le fédéral à recadrer ça. Donc, est-ce que ça va se concrétiser? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est sur une tablette? On ne le sait pas. Donc, quand on dit qu'il se prépare, Ça aussi, c'est flou. Et voilà. J'ajouterais aussi, peut-être aussi en ce moment, c'est que les conventions, le flou juridique dont on parle, c'est que les conventions, quand on fait un contrat au Québec avec des parents d'intention puis une gestatrice, mais ce contrat-là n'a aucune valeur. En termes de droit, on dit que c'est nul de nullité absolue, c'est zéro une barre, ça a aucune. Puis ça, concrètement, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque l'enfant est né, en fait, il n'y a pas d'encadrement, ce qui fait que, par exemple, la gestatrice pourrait dire « ben non, je garde l'enfant », malgré l'entente qu'on avait établie préalablement, avant l'entente qu'on avait négociée, je le garde. Il n'y a aucun recours possible. Mais aussi l'inverse est aussi vrai. Si, par exemple, les parents d'intention se disent « ben finalement, pour X raisons, pour plusieurs raisons, parce que peut-être que l'enfant a une situation de handicap ou un certain déficit, peu importe, pourrait dire « ben non, finalement, on a changé d'idée ». Et là, la gestatrice est prise avec l'enfant comme ça. En ce moment, personne n'est protégé, en premier lieu, l'enfant. Exactement. En fait, puis il y a tous ces gens-là en fait, qui sont concernés par les situations. La gestatrice, l'enfant, les parents d'intention. Et donc, c'est ce qu'on appelle en fait à réguler la pratique au Québec pour justement clarifier tout ça pour dissiper ce flou juridique à l'heure actuelle. Le problème, c'est que la façon dont c'est réfléchi actuellement, c'est comme si on oppose les parents d'intention puis la gestatrice en termes de les besoins des autres sont supérieurs aux besoins c'est comme ça qu'on va opposer ça. Donc, la gestatrice est vulnérable, c'est elle qu'il faut protéger, les parents d'intention s'en méfient un petit peu. C'est, à mon sens, une façon, comment je pourrais dire, non seulement inutile, mais qui sert à rien là, de concevoir ça, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la contestation des droits de garde, c'est souvent ça qu'on pense le plus. C'est pour ça qu'on veut donner un mois à la femme pour changer d'idée. Mais ça ne s'est jamais passé au Québec, hein, des contestations de droits de garde actuellement. C'est pas pour ça qu'on va aux tribunaux. Et aux États-Unis, on estime que sur 1400 naissances par année, c'est pas beaucoup non plus, hein, on s'entend, 1400 naissances d'enfants par gestation pour autrui. Donc, c'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais qu'il y a un seul cas qui se ramasse devant les tribunaux sur 1400 par année. Donc, c'est de l'épiphénomène. C'est pour ça qu'il faut essayer de réfléchir à la pratique au-delà de ce qu'on en pense. Il suffit qu'il y ait un couple, là, on en parle, là, à cause qu'on en parle, on pense que c'est comme ça tout le temps, alors que c'est pas vrai. Samuel, j'ai envie de te poser une question juridique, puisqu'on a un avocat avec nous. Il y a plusieurs parents,
je pense que Mona, tu pourras confirmer, il y a des parents qui sont peut-être pas nécessairement bien guidés au niveau légal, justement, sur comment procéder. J'ai un couple de pères qui m'ont écrit pour me dire, nous, on est allés aux États-Unis parce qu'on nous a recommandé ça, parce que il y avait un contrat qui était possible avec la gestatrice, et puis là, quand on est revenu, on s'est quasiment fait accuser de kidnapper un enfant. Et ils n'ont pas, je pense qu'ils ont réussi à avoir la reconnaissance parentale, mais pas le congé parental pour un des deux pères. Est-ce que les couples, les parents LGBT sont bien encadrés au niveau légal? Est-ce que vous faites un bon travail? Honnêtement, non, je ne fais pas un bon travail. Il y a une grande crise, un grand manque d'information, c'est sûr. C'est très, très difficile d'avoir accès à cette information. La coalition LGBT essaie de répondre à ces questions. Il y a peut-être 2-3 avocats qui sont spécialisés. Mais je pense que ça prend pas nécessairement des avocats, mais ça prend de bonnes informations. Et puis, malheureusement, c'est pas tout le monde qui vient à la coalition. On a des ateliers pour les futurs parents. Donc, puis on donne beaucoup d'informations, particulièrement sur la gestation pour autrui et l'adoption, parce que c'est des processus, et je parle ici de l'adoption des enfants québécois via les centres jeunesse, c'est des processus qui sont compliqués. Donc, il faut quand même avoir un peu de background pour savoir où on va. Et puis, c'est sûr que c'est pas nous autres qui suggérons aux personnes d'aller aux États-Unis, parce que ça fait toujours problème. Et puis, ces agences aux États-Unis vendent leurs services en disant que ça va faciliter vos vies parce que vos enfants vont être légalement reconnus tout de suite aux États-Unis, mais malheureusement, ils retournent au Québec. Et puis, cette reconnaissance n'est pas nécessairement reconnue ici. Donc, oui, il y a de l'information et puis on consulte toujours nos amis avocats pour vraiment donner des bonnes informations. Mais on est juste un petit organisme. Donc, certaines personnes, même s'ils sont LGBT, ils ne sont pas nécessairement, ils sont pas entourés d'amis LGBT, donc ils ne vont pas avoir l'information que d'autres personnes vont peut-être avoir. Donc, oui, et puis c'est des processus vraiment compliqués. Kevin, tu m'as parlé des répercussions de l'absence de loi en ce qui concerne les familles recomposées ou séparées. Puis ça touche à la fois les familles LGBT, mais les familles hétérosexuelles, hétéronormatives aussi. Quels seraient les besoins juridiques à ce niveau-là, et en quoi ça a un impact sur les familles LGBT? Bien, je pense que Mona en avait glissé un mot tantôt lorsqu'elle a placé en termes d'introduction, puis comment que la loi 84 en 2002 a changé la donne. Moi, j'ai rencontré des femmes, entre autres, qui avaient eu leurs enfants en couple de même sexe, donc avec donc deux femmes avaient eu leurs enfants avant la loi de 2002. Et à ce moment-là, il y avait seulement une des mères, la mère qui avait porté l'enfant, qui était reconnue comme la mère légale. Ce qui a fait en sorte qu'avant 2002, s'il y avait une séparation, il y avait une des mères qui était complètement effacée du tableau, puis elle n'avait plus nécessairement avoir accès à son enfant qu'elle avait élevé pendant des années. Puis moi, j'ai quelques mères comme ça que ça a pris du temps, en fait. Et là, on peut tisser des liens avec leurs enfants, mais ça a pris pendant plusieurs années parce que la garde légale était détenue par une seule des mères avant la loi de 2002, la loi 84. Et j'ai aussi d'autres femmes également qui se sont séparées après cette loi-là et disent que la loi a fait un immense travail parce que là, une mère qui n'avait pas porté son enfant disait bien, même si on se sépare, je vais être reconnue comme telle. Donc j'ai tous les droits et les responsabilités que m'octroie mon rôle de parent. Et ce qui fait donc, en termes de loi, ça crée ça en fait de reconnaissance comme parent, mais également des droits et des responsabilités. Puis si on se place par rapport aux familles recomposées qui touchent toutes les structures familiales, peu importe l'orientation sexuelle des parents, bien, je pense que toute la situation du beau-parent, de la belle-mère ou du beau-père, qui peut prendre différentes formes. Il y a des beaux-parents qui sont très peu présents dans le quotidien de l'enfant en termes de soins, d'éducation, la discipline, mais d'autres également qui ont été presque au jour 1 auprès de l'enfant, qui l'ont vu grandir, qui ont contribué également sur le plan émotif, affectif et financier. Mais un beau-parent n'a pas nécessairement de droit par rapport à ça. Et ce qui fait en sorte que moi, j'ai rencontré des parents qui me disaient là, je suis avec ma blonde, je suis impliqué, mais s'il arrive de quoi, on se sépare ou ma blonde décède,
Ben, je serais pas reconnue comme telle, même si pendant des années j'ai été impliquée. L'autre parent biologique, par exemple, qui n'a pas du tout été dans le portrait pour avoir plus de droits sur son enfant. Oui, c'est ça. Donc, en termes de filiation, en termes de reconnaissance, et là, on en est là, je pense. Puis là, mon âge, je pense, le bien placé. Notre droit familial, puis parce que entre ce qui se passe en termes de pratique familiale, comment les gens vivent leur famille, comment ils fondent leur famille, le vivent au quotidien, et l'état actuel du droit, je pense qu'il y a un beau décalage. Et là, on peut pas comme réfléchir à tout reconnaître ces gens-là qui gravitent autour des enfants, qui contribuent à leur bien-être, à leur développement. Je pense qu'on en est là. Je pense en termes de réfléchir à la pluriparenté pour voir, pour que les familles maintenant, les constellations familiales sont plurielles. Fait que je pense que ça touche à ça. Et c'est étonnant que ça ne soit pas reconnu dans le cadre de la communauté LGBT, parce que souvent, la tierce personne, c'est le don de gamètes. Donc, un parent biologique, et puis notre société est tellement focus sur la biologie, et puis les origines, et tout ça. Donc, mais en même temps, il dit, mais non, on ne peut pas reconnaître cette réalité. Donc, c'est un peu comme des messages contradictoires. Bien, justement, parlant de notre obsession pour la biologie, Isabelle, il y a plusieurs familles lesbo-parentales qui offrent pour des donneurs anonymes. Puis c'est une discussion que moi j'ai avec ma conjointe ou que j'ai avec d'autres amies lesbiennes. On réfléchit beaucoup à ça. On dirait qu'on a peur des fois du donneur connu parce que ça pourrait prendre trop de place dans notre projet familial. D'après vous, est-ce que ce que je suis dire, en fait, reflète bien les craintes que vous observez, mais est-ce que ça s'avère finalement ces craintes-là sur le terrain? Bien, en fait, moi, mes recherches avec les couples lesbiens et les donneurs connus, la raison pour laquelle les femmes choisissent un donneur connu, c'est principalement pour ça, pour que l'enfant puisse avoir accès au donneur éventuellement s'il le souhaite. Le donneur peut être conceptualisé ou non comme le père de l'enfant, mais c'est pas un parent légal, ni dans la tête des mères, ni dans sa tête à lui d'ailleurs. Donc, il ne prend pas de décision légale sur l'enfant, même si des enfants pourraient l'appeler papa. Mais dans d'autres situations, les enfants ne l'appellent pas papa, ils l'appellent par son prénom et tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça fonctionne bien? Parce que ces familles-là, moi, je les ai rencontrées là, à plusieurs reprises. Actuellement, on rencontre les enfants, Kevin et moi, de ces familles-là notamment, et des familles de Paris aussi. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien? C'est les discussions au départ et les ententes préalables, dans le sens où, premièrement, il y a une assurance grande, c'est-à-dire qu'on est les deux parents légaux. En partant, là, il n'y a pas de contestation en termes de parenté. C'est sûr, c'est nos enfants, donc ça reste, le sujet reste là. Mais il y a beaucoup de discussions préalables avant la conception de l'enfant. Comment on veut s'appeler? Qu'est-ce qu'on fait si éventuellement l'enfant fait changer la donne en cours de route? Pour l'instant, on t'appelle par ton prénom, mais qu'est-ce qu'on fait si à 10 ans, il décide de t'appeler papa, par exemple? Comment on réagit tout le monde? Ta conjointe, comment ta conjointe vit ça? Parce que dans certains cas, les conjointes ou les conjoints sont très impliqués. Des fois, les donneurs ont eux-mêmes des enfants aussi. Donc, comment on va faire en sorte que ces enfants-là, comment ils vont se conceptualiser l'un l'autre? Et c'est intéressant parce que nous, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on leur demande aux enfants comment ils situent tous ces gens-là autour d'eux. Mais généralement, si on constate pas de désaccord ou de chicane, en tout cas actuellement, sur ce groupe-là, c'est un groupe très précis, on va s'entendre qui n'est peut-être pas représentatif parce qu'on ne sait pas statistiquement combien ils sont et combien ça fonctionne. C'est bien parce qu'ils sont capables de parler avant, ils ont beaucoup discuté de leurs attentes et qui font preuve de souplesse. Presque tout le monde m'a sorti des exemples de on traversera le pont quand il sera là, on verra quand on sera arrivé. Tu sais, ça, c'est vraiment... Et beaucoup réfléchissent aussi avec le temps. Par exemple, je rencontre une mère au départ qui dit hey, « non, moi, je veux pas qu'il l'appelle papa. » Ça a été clair. J'en pleurais quand on en discutait ensemble. Parce que si les enfants l'appellent papa, c'est sûr que moi, vu que je suis pas la mère biologique, ils vont m'appeler ma tante. Je veux dire, tu sais, papa, maman ou ma tante. Ça peut pas. C'est deux parents, point barre. Et là, maintenant, elle dit, tu sais, rétrospectivement, je regarde ça, c'est parce que j'étais insécure, parce que c'est pas moi qui portais les enfants pour des considérations personnelles qui étaient peut-être un peu pas tout à fait intégrées et tout ça. Et finalement, je vois bien qu'aujourd'hui, je suis la mère de mes enfants me disent, ça change rien. Donc, mais avant, on s'inquiète, fait qu'avec le temps, les relations se tissent. Et quand je leur pose des questions, savoir qu'est-ce que vous allez faire s'il y a des décisions, les filles prennent des décisions qui vous plaisent pas. Je vous demande toujours de répondre. C'est des bonnes mères. Parce que ça peut arriver, des fois, ma blonde prend des décisions pour nos enfants qui ne me plaisent pas. C'est ça, c'est tout. Voyez-vous, donc, on anticipe des fois des conflits qui ne sont pas là, mais c'est vraiment l'aspect qui est le dialogue qui fait foi de tout, je te dirais, par rapport à ça.
De ce que je vois dans notre groupe, les personnes qui décident d'aller avec un donneur connu, c'est souvent des personnes qui sont très flexibles et puis ça prend ça comme une flexibilité parce qu'on ne sait pas d'avance qu'est-ce qui va arriver, le rôle de donneur dans ça, est-ce qu'il va être un ami, un membre de la famille ou même père. Donc, il faut, même la personne qui s'implique comme donneur ne sait pas qu'est-ce qui va être ses sentiments quand l'enfant arrive, quand l'enfant commence à grandir. Donc, il faut être flexible parce que les émotions changent. Mais nous, on voit comme avec nos... Parce qu'on fait des ateliers avec quelques centaines de futurs parents chaque année, comme à Montréal et puis à Québec. Et puis, on voit que beaucoup de décisions sont basées plutôt sur les programmes et politiques qui sont disponibles, comme par exemple le programme sur la procréation assistée, qui n'était pas comme gratuit avant 2010. Donc là, dans nos ateliers pour les futurs parents, il y avait comme 50% qui disaient « puis je vais aller avec un donneur connu pour toutes les raisons que Isabelle a mentionnées ». Et puis l'autre moitié qui disait « on va aller avec une clinique de fertilité parce que ça va être plus simple ». Et puis là, en 2010, on a eu un programme de gratuité totale sur la procréation assistée. Et puis on a eu quelques années où presque 100% des futures mères lesbiennes voulaient aller dans les cliniques. Puis avoir un donneur totalement anonyme aussi? Non, en fait... Parce que c'est ça qui était remboursé. Oui, c'est ça. Mais comme il y a beaucoup de frais comme pour la procréation assistée, mais il y avait beaucoup de femmes qui voulaient choisir un donneur à l'identité ouverte quand même s'il y avait des frais. Mais on parle des centaines, pas des milliers de donneurs. Donc, il y avait comme toujours ce souci que l'enfant aura accès potentiellement à l'identité d'un donneur. Mais qui avait, parce que dans la quotidienne, même d'être une parent, et je peux vous dire ça d'expérience personnelle, c'est comme entre deux personnes, des fois c'est déjà comme que ça peut être difficile de s'entendre. Donc là, s'il y a d'autres personnes qui sont vraiment impliquées comme parents, ça peut être, donc on imagine que ça peut être compliqué. En même temps, ça peut avoir des bénéfices énormes. Donc c'est un peu de passer ça. Mais là, je vois que le fait que le programme est maintenant annulé, le programme professionnel. Donc là, on revient, le pendule va dans l'autre direction. Donc il y aura de plus en plus des femmes qui vont aller avec un donneur connu, simplement pour des raisons économiques, je crois. Même si aussi parce que est-ce qu'il y a l'aspect, bon, on va faire ça à la maison, ça va être cool? C'est sûr, mais c'est pas juste le temps, ça c'est une minuscule... C'est un détail, ça prend 2 secondes. Mais des fois, ça peut prendre des mois avant qu'on revient. Mais c'est vrai que... C'est moins précis. C'est ça que je voulais dire. Et c'est gratuit si on fait ça chez nous. Oui, c'est ça. Et c'est sûr que j'ai vu des décisions de faire ça anonyme pour des raisons économiques. Oui. Et maintenant, juste pour clarifier, maintenant il y a un changement de loi qui dit qu'il n'y a pas remboursement pour anonyme, c'est seulement remboursement pour cancer. Il n'y a pas de remboursement du tout, comme il y a des crédits d'impôt qui sont possibles. Mais pour les personnes qui utilisent les cliniques de fertilité, pas pour IVF, mais seulement pour IUI, pour les gamins. Et il y a un changement entre anonyme et reconnu, c'est ça que... Non, c'est pas ça. Je pense que maintenant, le RAMQ couvre les inséminations. Donc, ça, c'est comme un acte médical. Mais en termes de sperme, il n'y a aucun remboursement, ni pour donneur connu ou inconnu. Il faut l'acheter. Oui. Et puis, là, c'est qu'on peut le déclarer comme un frais médical. Et avant ça, il y avait seulement remboursement pour anonyme. Exact, oui. Et alors, ça, c'est maintenant, il y avait beaucoup de personnes qui ont fait cette décision pour des raisons économiques. Alors, on s'est fait. Puis, pour revenir à ce que tu disais, Judith, c'est sûr que oui, moi, en tout cas, les femmes que j'ai rencontrées, la question d'avoir une insémination à la maison, c'était important. Il y avait cet élément-là de consacrer ça au sein du couple, à l'extérieur du système médical. C'était pas l'enjeu qui déterminait pourquoi on avait un donneur connu, mais c'était un facteur important sur lequel elles ont parlé, même avec beaucoup d'humour, parce qu'évidemment, c'est un ami, puis là, tu as accès jusqu'à un certain point à la sexualité de ton ami, là, parce qu'il vient chez vous pour te faire un don du sperme, ce qui rend un peu une situation un petit peu malaisante. Jusqu'à un certain point, puis elle et eux racontent ça d'une façon assez humoristique. Mais en termes de flexibilité aussi, tu sais, quand on dit que 2 parents, c'est sûr que c'est important de comprendre que dans les dynamiques, la famille, c'est clair que c'est les 2 mères. Donc, en fait, toutes les décisions sont prises là. Mais dans l'évolution, dans une situation où le donneur est assez retiré, il avait presque jamais vu l'enfant au moment
moment où l'enfant avait 3, 4, 5 ans, mais c'est un ami d'une des deux mères, un très grand ami, fait qu'ils se voyaient au travail souvent. Et quand le couple s'est séparé, il y en a une des deux qui a trouvé ça excessivement difficile et tout ça. Et lui, il a pallié à ça. Il est arrivé là, puis il a dit, OK, bon, je vais donner un coup de main, on va déménager, je vais soutenir. Et là, il s'est rapproché un peu comme ça pour soutenir son ami qui était sans peine. Et ce faisant, bien, il y a eu comme un peu plus de contact avec l'enfant et il a été davantage intégré. Donc, les situations de vie se transforment aussi, puis, tu sais... Puis avec toutes ces questions-là, je pense aussi que les familles LGBT, une des forces, puis souvent on ne parle jamais de l'homoparentalité en termes de force ou des choses positives qu'on peut bénéficier au sein de notre communauté, c'est également tous ces questionnements-là préalablement à fonder une famille en disant ben, comment je vais fonder ma famille, est-ce que c'est donneur connu, clinique, GPA, adoption, toutes les possibilités. Parce que c'est jamais un accident. Hein? Les couples de même sexe, ce ne sera jamais « oups, c'est une surprise comme ça, ça arrive ». Donc, il y a tout un processus réflexif de discussion, de communication au sein du couple, puis faire qu'est-ce qu'on veut comme famille, et pas juste la pression de dire « il faut faire des bébés », puis on s'essaye, puis dire qu'est-ce qu'on veut, dans quel milieu on veut que notre enfant grandisse, qu'est-ce qu'on veut y apporter comme valeur, comme éducation, qui va être les gens autour de notre enfant, ça va être qui les personnes significatives. Et ça, je trouve, c'est extrêmement positif. Que certainement des couples hétérosexuels, des familles hétéroparentales qui le font aussi. Mais je pense que c'est une des forces qui est nécessaire et beaucoup mis, je pense qu'on ne le met pas assez de l'avant dans les familles LGBT. Je pense que c'est une très belle richesse en termes de discussion puis de partage qu'on peut faire. Une sorte de résilience aussi du défi que constitue le fait de former une famille homoparentale LGBT. Oui. D'ailleurs, Mona, je pense que tu peux confirmer qu'il y a des études qui disent que les familles homoparentales sont légales. Certainement. J'aimerais terminer avant qu'on passe à une courte période de questions. On en a parlé avant le panel du combat que vous menez, Mona et Samuel, en ce moment, pour la préservation de la fertilité chez les futurs parents trans. Oui, c'est ça. Et puis, on a une bonne nouvelle, donc notre positif. En fait, il y a le projet de loi 20 qui a été adopté. C'est la loi qui a touché les quotas des médecins. Mais il y avait un élément dans ça sur la procréation assistée. Et puis, c'était avec ce projet de loi que le programme de procréation assistée était aboli. Donc, on l'a pris. Mais il y avait certaines choses qui étaient conservées en termes de couverture par la RAMQ. Donc, une des choses qu'ils ont suggérées dans le projet de loi était la possibilité que des personnes qui suivent des traitements de chimio le gouvernement va couvrir pour eux la conservation de leurs gamètes. Donc, supposons un homme qui va avoir un traitement de chimio, donc il peut conserver son sperme parce que ces traitements peuvent rendre la personne infertile. Donc, nous, quand on était en commission parlementaire, on a dit, mais il faut aussi penser aux personnes trans qui, des fois, décident d'avoir des traitements chirurgicaux ou hormonaux qui peuvent rendre la personne stérile. Donc, dans le temps, quand j'ai présenté ça dans la commission, le Dr Barrett a dit, mais on n'a aucune intention de discriminer. Donc, c'est une bonne nouvelle que j'ai annoncée tout de suite sur Facebook. OK, les personnes trans vont être couvertes. Mais malheureusement, la loi est passée et puis les règlements, en fait, je pense que c'est un oubli, comme ce qu'on a pensé va arriver. Ils ont oublié encore les personnes trans. Et puis, j'ai commencé à voir l'appel des personnes, des femmes trans, en fait, qui étaient juste au début du processus de transition et puis qui voulaient conserver leur sperme pour peut-être former une famille un jour. Et puis, les médecins ont déjà reçu des règlements qui disaient non, c'est seulement disponible aux personnes qui suivent le traitement de chimio. Donc là, on a un peu mis de pression. Il y avait une des femmes qui nous a contactés qui a dit qu'elle était prête à porter plainte à la Commission des droits de la personne. Donc, on avait contacté la ministère en disant, mais ça, c'est ce que vous avez dit en commission parlementaire, et puis ça, c'est la situation, et puis on va porter plainte à la Commission. Et puis, ça a fonctionné. Donc, c'est assez, et vous recevrez. Oui, mais c'est bon. Mais je pense que quand on parle des lacunes dans les services, donc une des choses qui est malheureuse, donc même si cette couverture va être disponible, je pense qu'il y a une formation qui manque pour les médecins. Donc, ce n'est pas tous les endocrinologues
difficile pour un bouche anglophone, endocrinologues qui vont suggérer à leurs patients trans de conserver leur gamète. Et puis une personne qui est dans le processus de transition ne va pas nécessairement penser, mais je vais avoir un jour des enfants. Il est comme dans un moment vraiment, des fois même dans un moment de crise où c'est important de juste procéder avec la transition. Donc, les enfants sont loin. Mais 10 ans plus tard, peut-être cette opportunité va être perdue. Donc les médecins doivent être formés aussi pour dire à une personne qui transitionne, mais il faut penser à ça, même si pour le moment ça ne vous intéresse pas, c'est couvert maintenant par le RAMQ, donc il faut peut-être penser à cette éventuelle possibilité. Bien, merci beaucoup. C'est pas fini parce que je vais vous laisser la parole s'il y a des questions. Il y a un micro ici. Madame ici. Merci. Merci à tous. C'était très intéressant. Très informatif. J'avais une question. Ça m'a juste passé par la tête, Mona, quand vous parliez du Vox Pop que ça t'avait fait et que les gens pensaient que avoir des parents homoparentales, ça pourrait être aussi pire qu'avec une famille monoparentale. Et puis, je voulais savoir si parmi vous, les panélistes, vous avez rencontré, parce que c'est ça, j'imagine qu'il y a plusieurs parents monoparentales, homoparentales en même temps, et que voilà, on a comme deux sources de préjugés qui s'insertent dans la même personne, et de quoi ça a l'air si vous avez un homme gay monoparental qui a aussi, vous parliez tantôt de c'est quoi les préjugés là aussi avec les parents deux hommes gays, ou si vous avez une femme trans monoparentale ou une femme lesbienne monoparentale être trans aussi. Juste, ouais, de quoi ça a l'air, et si ça a un rapport avec aussi l'intention d'adopter, par exemple, ou d'avoir la fertilisation soutenue par le jeune. Je peux répondre à ça. C'est clair. En fait, vous avez amené une nuance très importante, en fait, que je n'ai pas, comme je pourrais être concis dans ma réponse. Mais en fait, on ne peut pas dire en général que les enfants dans une famille monoparentale ne vont pas bien. C'est vraiment une question de ressources. Donc, quand les ressources sont là, donc l'enfant va bien. Statistiquement, en termes de recherche, on voit des petites différences. Et puis, c'est où le cas où il y a une famille qui manque ces ressources-là, ou des situations de conflit entre l'ex-conjoint ou conjointe et le parent. Donc, quand les ressources sont là, donc ça fait une famille aussi bien que les autres. Puis, c'est sûr qu'on a dans notre organisme, et puis tout le monde a ça dans leurs entourages, des exemples des parents monoparentales, hétéros ou LGBT qui vont bien. En termes de l'accès à la parentalité, donc là, dans les cliniques de fertilité, donc là, il n'y a aucune question, célibataire ou non, ils ne vont pas faire une évaluation pour voir si vous êtes éligible ou non. Il n'y a pas ça, c'est juste d'aller, si vous êtes là avec votre portefeuille, c'est suffisant. Pour l'adoption, encore, tout le monde a le droit d'être postulant à l'adoption. Donc, ils vont évaluer votre situation. Donc, on a des parents monoparentales, gays ou lesbiennes, qui ont adopté des enfants au Québec, des enfants québécois, évidemment, à l'international. C'est pas possible. Mais au Québec, oui, c'est possible, mais encore, ils vont évaluer la capacité de cette personne de combler les besoins de l'enfant. Donc, c'est économique, l'entourage, la famille élargie, tout ça. Donc, quand je dis que les gens pensent que les familles homoparentales sont pas bonnes comme les familles monoparentales, c'est pas ça du tout. Mais ils ont vu qu'ils ont cette idée qu'il y a des lacunes, même quand il y a deux parents. Donc, c'est bien que vous avez amené la nuance, parce que dans ma tête, j'ai pensé, ouf, ça donne comme un coup négatif aux familles monoparentales qui ne devraient pas être là. Tout à fait. Oui, c'était pas pour vous accuser d'avoir ça, mais c'était parce que je voyais que probablement les parents monoparentales en même temps vivaient probablement plus de... Si c'était pas plus de discrimination ouverte comme ça, mais comme vous décriviez tantôt de... Si les gens ne se sentent pas accueillis dans certains services parce qu'ils sont là, ils sont pas représentés ou quoi que ce soit. Mais juste une petite question dessus. Est-ce que les personnes trans ont aussi le même accès à l'adoption?
En théorie, oui. En théorie, oui, mais c'est ça, il y a deux problèmes. Un, c'est que les personnes trans ne savent pas nécessairement s'ils ont l'accès. Il y a un manque de connaissance. Il y a aussi la possibilité que, est-ce qu'il y aura de la discrimination? C'est pas clair au Québec maintenant si les personnes trans sont protégées. En droit, c'est clair. Mais pour la public générale, on ne sait pas, est-ce que les trans sont protégés? Comme juridiquement, c'est sur la catégorie de sexe. Mais on a vu dans des autres provinces, il y a des changements où ils ont ajouté identité de genre, expression de genre à l'écharpe. Et avec ces changements-là, il y avait toujours une publicity campaign où c'était clarifié pour la public que les personnes trans ont le droit de la protection contre la discrimination. Alors pour les personnes trans qui disent « mais non, je veux essayer de faire l'adoption, je veux essayer d'aller au bank mix », c'est pas clair que s'il y a un problème, il y aura la protection contre la discrimination. Et aussi, c'est sûr que j'ai entendu des histoires des personnes qui essaient d'avoir des évaluations en services sociaux et on voit qu'il y a beaucoup de jugements, vraiment trop de questions par rapport à la transsexualité, la transition, même des demandes pour une lettre qui confirme que ça va bien, vous êtes trans, vous êtes correctement trans et c'est fini tout ça. Mais une réponse qui dit est-ce que vous demandez ça des personnes gays qui dit que oui, vous êtes gay, c'est correct. Vous assumez. Ouais. Et on n'a pas parlé beaucoup du processus d'adoption, mais tu me disais, Mona, que les critères, c'est flou, puis il y a encore beaucoup de latitude pour des individus qui décident si vous êtes apte ou non à adopter, de faire de la discrimination, ne serait-ce que sur des bases économiques. Donc, si ton dossier se ramasse au-dessus ou en dessous de la ville, ça peut être pour toutes sortes de raisons. C'est sûr que quand on ne parle pas de ça, parce que c'est un panel LGBT, mais je suis certaine qu'il y a des discriminations socio-économiques aussi. Donc, il se dit pas, parce que c'est contre notre charte, mais on n'a aucune façon à contrôler ce qui se passe. Il y a un dossier qui est mis en bas depuis. C'est toujours un problème quand il y a le pouvoir discrétionnaire. Oui, c'est ça. Mais en général, pour les personnes gays et lesbiennes, en termes de l'adoption dans les centres jeunesse, ça marche énormément bien maintenant. C'est intéressant parce que la loi est passée en 2002 et puis ils ont souligné cette possibilité pour les conjoints de même sexe d'adopter des enfants québécois, mais sur le terrain, ça a seulement commencé à marcher en 2006. Donc, ça a pris 4 ans avant que dans les pratiques internes de ces DPG, ils ont commencé à accepter pour vrai les candidats gays et lesbiennes. Donc, et puis l'autre chose, c'est pour les personnes trans, c'est possible qu'ils passent déjà dans le système. C'est pas toutes les personnes trans qui vont même s'identifier comme trans. Je m'identifie comme homme ou femme, et puis j'adopte, et puis la personne n'est jamais perçue comme trans. Donc, c'est possible qu'il y ait des personnes qui ont déjà passé dans le système. Pour les cliniques, on a eu des problèmes, mais donc chaque fois qu'on a un appel, on appelle ça. Donc, il y avait une question ici. Bonjour. En fait, je vais parler d'adoption, puis vous avez un peu ouvert la discussion là-dessus, mais rapidement aussi, là, vous avez dit qu'au niveau international, c'était peut-être pas possible, mais je me demandais même si, parce que je sais qu'il y a certains pays où l'adoption est légale pour les couples de même sexe, est-ce que dans ce cas-là, ça serait possible pour des Canadiens, finalement, d'avoir recours à ce type d'adoption-là, même si, en tout cas, je sais que c'est un peu compliqué. C'est un autre exemple d'une chose qu'on n'a pas travaillé pour lutter contre cette discrimination, parce qu'en fait, l'adoption internationale, c'est une juridiction provinciale. Et puis même aujourd'hui, quand en Ontario, on peut adopter des enfants américains. Mais au Québec, chaque province décide avec quel pays ils vont dealer. Donc ici au Québec, à un moment, il y avait une discrimination. Donc, il y avait une agence avec qui le secrétariat à l'adoption internationale dealait aux États-Unis, c'était à Nashville, Tennessee. Et puis c'était une agence qui acceptait seulement des personnes blanches, chrétiens et mariés depuis 10 ans. Donc il y avait comme une discrimination. Donc il y avait des personnes blanches, hétéros, mais pas chrétiens, qui ont commencé à faire des plaintes. Donc là, ils ont enlevé les États-Unis complètement. Mais maintenant, avec la Convention de la Haye,
qui privilégie comme une convention internationale sur l'adoption. Donc, ils essaient de privilégier les adoptions dans chaque pays. Donc, les Américains adoptent les enfants américains. Donc, on va voir cette possibilité de moins en moins. Donc, mais pour les couples hétérosexuels, oui, c'est la même chose pour tout le monde. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, c'est seulement dans des situations où l'enfant n'est pas adoptable dans son propre pays, comme souvent parce que les enfants ont des maladies, des handicaps, whatever. Oui, ils sont plus vieux. Donc, pour ces raisons-là, qu'on va donner cette possibilité à l'international. Et puis, malheureusement, ces pays-là, tous les pays avec qui le Québec deal sont des pays qui n'acceptent pas des personnes homosexuelles. Donc, ils nous exigent moins de signer des documents disant qu'on est hétérosexuel. Il y en a plusieurs qui exigent d'être mariés depuis longtemps. Ça s'est fermé depuis... Ça fait pas si longtemps que ça que les pays, mais moi, j'ai une amie là, qui a adopté son premier enfant à l'international avec son conjoint. Puis quand elle est arrivée pour adopter le deuxième, ça avait complètement changé dans le même pays. Il fallait non seulement qu'elle soit mariée depuis 6 ans, il fallait qu'elle soit âgée de entre 35 et 45 ans, puis qu'elle ait un IMC dans votre rang. Alors, tu sais, même dans les pays, il y a eu un resserrement de critères aussi, même pour les couples hétérosexuels, ce qui fait qu'elle-même n'a pas eu un deuxième enfant par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. C'est une question plus du côté juridique de mon côté. En droit, j'avais eu la chance d'avoir le prof M. Roy, professeur en droit de la famille. On avait parlé du principe de in loco parentis, qui est un principe de jurisprudence. C'est écrit nulle part dans la loi, mais supposément que certains juges, des fois, acceptent de reconnaître un certain caractère aux parents qui ont l'importance dans la vie des enfants. Je me demandais, dans vos recherches et dans la pratique, est-ce que ce principe-là il existe ou c'est juste des beaux mots que des fois on a vu dans l'auto-jugement? En fait, ça prend des conditions très spéciales. Hein. Il faut savoir ça pour agir in loco parentis. Ça prend notamment qu'un des parents, l'autre parent, soit pas dans le portrait, soit pas là du tout, soit décédé, par exemple, soit parti, puis qu'on n'a plus de nouvelles et que l'autre a agi pendant des années. Donc, c'est pas, ça s'appliquerait pas dans un cas de famille recomposée où là, les deux parents se partagent la garde, par exemple, même depuis la naissance de l'enfant, et que l'enfant, dans une des familles, est aussi éduqué par un beau-parent. Depuis sa naissance, ce beau-parent-là, si le couple se sépare à 15-16 ans, il ne ça ne peut pas s'appliquer dans un contexte comme celui-là, parce qu'il y en a un deuxième. En fait, ça, cette notion-là ne vise qu'à remplacer l'absence d'un parent. Donc, à préserver la biparenté, là. Mais c'est tellement dommage parce que la définition est tellement restreinte comme ça, parce qu'il y a une tonne d'exemples de familles où il y a plus que 2 parents et puis plus que 2 qui sont vraiment, vraiment impliqués dans la vie de l'enfant et puis que l'enfant reconnaît comme parent social complètement. Donc c'est dommage que la loi ne reflète pas et que dans le rapport du comité, parce qu'on a attendu ça beaucoup de cette idée de reconnaissance des beaux-parents dans le contexte de hétéroparentalité pour être capable de dire, OK, oui pour les hétéros, mais nous autres aussi qui font nos familles comme ça par exprès. Donc, mais là, dans le rapport du comité, c'était vraiment la définition le plus restreinte possible. Comme Isabelle a dit, c'est presque qu'un parent doit avoir être disparu ou que le parent a renoncé sa filiation, parce que sinon, ça s'appelle ça. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière petite question? Oui. En fait, moi, ma question, c'est pour Valérie. Dans une ancienne vie, j'ai enseigné au secondaire, puis la représentation des personnes LGBT en général au secondaire n'est pas vraiment là au niveau des adultes. Même souvent plus au niveau des adultes que des adultes. Au niveau des profs, tu veux dire? Oui, je parle au niveau des profs. Pas de coming out, c'est ça. Non, c'est ça, pas de coming out et tout ça. Puis tantôt, tu parlais de représentation dans le milieu scolaire. Concrètement, c'est quoi que vous proposez pour un milieu scolaire? Bien, c'est pas nécessairement d'obliger les profs à faire un coming out, parce que je pense que ça part de chaque individu. Il y a des gens qui disent que j'ai le droit de refaire un coming out. Moi, je suis plus de l'école de penser que ça appartient à une personne de faire, puis qu'on ne doit pas miser que là-dessus dans une école. C'est un effort collectif. Je pense qu'il faut mettre la représentation dans les manuels scolaires, dans le cursus scolaire. Pourquoi, quand on impose une lecture de Michel Tremblay, on ne gênerait pas pour dire que c'est un écrivain homosexuel, c'est une belle réussite? Donnons des modèles positifs.
Je pense que ça manque un peu de ce côté-là. C'est pas difficile à faire, puis on peut diversifier les exemples dans ce qu'on enseigne, donc de représenter ça de cette façon-là. D'avoir du matériel aussi, que ce soit des vidéos, des films, des livres des bibliothèques. Beaucoup de jeunes vont se tourner à la bibliothèque pour juger l'ouverture dans leur école. Ils vont aller voir s'il y a des livres qui parlent de réalité, de diversité de toute forme. Et c'est ça qui va leur donner leur première ouverture. Ça peut être aussi la représentation par des comités d'alliés LGBT. Il y a plusieurs formes de représentation. C'est multifacette. Là. Donc, on peut en implanter une de temps en temps, puis l'ajouter, mais oui, s'il y a des profs qui font des caméras, tant mieux, mais c'est pas la seule façon de le faire. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, puis je comprends le principe qu'on devrait pas forcer personne à faire des caméras, mais est-ce que les directions scolaires ne pourraient pas faire un effort pour l'encourager? Parce qu'en ce moment, je sens qu'il y a d'énormes barrières, un peu comme dans le sport, c'est-à-dire que c'est un des métiers où on a plus de difficulté à s'afficher parce que ça vient avec toutes sortes de préjugés et notamment le contact avec les enfants qui est associé à la pédophilie. Est-ce que, de la part des directions d'école et des comités d'établissement, il n'y aurait pas des efforts à faire pour soutenir ces professeurs-là? Je pense que dans le concept où une école va être ouverte à la diversité en général, dans toutes ses pratiques, dans toute sa culture scolaire, ça va se faire, en fait. Parce que si tu as des directions et des profs qui se lient ensemble pour dire « ici, on va promouvoir la diversité », les professeurs vont faire des communions. Parce qu'ils vont sentir qu'ils sont soutenus, puis que si un parent s'oppose à ça, manifeste, bien, ils vont être capables de dire avec fierté « non, ça fait partie de notre mission scolaire, nous, on est ici pour parler d'inclusion ». Ça fait partie de nos valeurs scolaires de défendre la diversité. Et on va soutenir des professeurs. Donc, je pense que c'est là que les profs vont se sentir à l'aise d'en faire des coming out parce que toute la culture scolaire est orientée vers l'ouverture et non pas dire « ben vas-y, fais un coming out, tu vas être notre poster child pour l'école, puis on va avoir une école ouverte. » C'est très lourd pour une personne seule de faire ça. Alors que si l'école se mobilise collectivement, ben, il y a plein de profs qui vont se faire plaisir de faire un coming out parce qu'ils vont sentir qu'ils sont soutenus par leurs collègues puis par la direction qui va dire « non, il ne fait pas de la promotion parce qu'il a dit qu'il était gay, il a juste parlé de sa vie là. Il était capable, de, sans faire un coming out, de juste dire « ben en fin de semaine, mon chum et moi, on est allé camper. » Bon, puis c'est pas une fatalité. Fait que je pense qu'il faut changer la culture pour que tout le monde se sente plus à l'aise, tout simplement. Et c'est là qu'on mise beaucoup sur l'éducation des professeurs, sur l'éducation de la direction, puis certainement sur les changements de loi qui favorisent ces projets internes à l'école, qui obligent à lutter contre l'homophobie, contre l'intimidation. Puis la transphobie aussi, le gris fait beaucoup de travail dans les écoles, mais il y a personne du gris aujourd'hui, mais ça serait fun de... Est-ce que vous savez s'ils ont l'intention de démystifier éventuellement la transphobie? On partage le bureau avec le Gris Montréal, et puis je pense qu'ils vont comme dans la bonne direction, disons. Pas tranquillement dire plus que ça. Mais oui, je pense que oui, parce que c'est devenu vraiment une réalité qu'on voit comme nous autres en fait des formations. À chaque école qu'on visite, chaque fois qu'on rencontre les enseignants, ils parlent des jeunes trans. Donc il faut parler de ça, c'est comme ça vraiment changé. Parce qu'on est partout. Mais en retournant aux questions sur les enseignants, je pense que c'est aussi important de garder en tête que les enseignants aient un rôle important et un rôle qui est puissant pour lutter contre l'homophobie. Donc, c'est pas par exemple juste pour les personnes noires de lutter contre le racisme, c'est tout le monde. Et puis, ça peut être même plus puissant si la lutte contre l'homophobie et la transphobie vient d'une personne qui est hétérosexuelle, cisgenrée. Il y a effectivement quelqu'un du... Je suis du Mauricie Centre-Québec. Et quand on va dans l'école, de plus en plus depuis, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, où on a des questions sur les trans, qu'est-ce qui arrive. On n'est pas beaucoup formés. Moi aussi, je suis un petit peu intervenante du gris, puis on n'est pas... Il y a des formations... Il y a des formations, mais si on croit un peu de tout ce monde de la diversité sexuelle et de genre, à un moment donné, on est quand même capable de répondre à certaines questions sans être, faire la démystification carrément sur la transsexualité. À Drummondville, présentement, on a le Gris Mauricie Centre du Québec, et depuis 1 mois, on a Trans Mauricie Centre du Québec, et les 2 organismes
on est allé dans un cégep à Trois-Rivières et il demandait sur le transgenrisme et sur l'homosexualité. Donc, on est allé les deux organismes et ça a donné une démystification extraordinaire et les commentaires qu'on a eus suite à ça, ça a bien été. Et c'est sûr que le fondateur de Trans-Mauricie Centre du Québec, c'est Nicolas Bouquet. Nicolas, bon, il est en transformation présentement. Et donc, c'est un élément. C'est sûr qu'on a fait les deux organismes ensemble. Mais si on regarde la mentalité, ou en tout cas les possibilités présentement par seulement les grilles, les 5, on n'en parle pas vraiment de transsexualité, mais moi, quand les questions nous sont posées, oui, on répond dans la mesure où les intervenants qui sont là sont capables de répondre à la question de façon claire, nette et précise. Juste un petit instant, il y a une question dans le fond qui est... parce qu'il n'y a pas besoin de micro. Vous parliez de changement, de faire changer les mentalités. Vous parlez beaucoup du monde scolaire, précisément dans les milieux. Mais pourquoi ne pas justement aller vers les programmes de formation, formation de direction, formation des futurs enseignants? On visite, vraiment, dans pratiquement toutes les universités du Québec où il y a un programme en éducation. On fait de plus en plus partie du programme. À un moment donné, ils ont 3 heures de formation avec la coalition lors de leurs 4 ans de formation de bac. Puis, dans ce but-là, d'aller vraiment créer des petits ambassadeurs qu'on parachute partout. Mais on ne parle pas juste du programme du bac, mais on parle aussi du programme de maîtrise, de direction. Exactement, aussi. Mais la majorité des enseignants ont juste une bac, et puis on est dans les 12 facultés d'éducation du Québec. Mais pas systématiquement, et puis ça, c'est le problème. Il y a des enseignants qui sont maintenant dans leur bac, qui vont pas avoir même 1 minute sur la diversité sexuelle, mais il y a d'autres qui vont même suivre comme 6 heures avec nous autres parce qu'on a différentes formations. Donc, ça varie d'une université à l'autre. Vous avez aussi dans les autres facultés connexes, psychoéducation, en travail social aussi. Même la préscolaire. Sexologie, mais cet après-midi, nous parlons hier, j'étais à l'UQAM, cet après-midi, on est là, on est une équipe de 20 d'animateurs et animatrices basées à Montréal et puis à Québec qui font ces formations chaque année. Peut-être le temps pour une dernière. C'était juste un petit commentaire pour suivre un peu ce que vous disiez, juste le prix et les formations dans les écoles. Moi, le projet 10, c'est une chance que je sais souvent les membres de GRI nous disent que, et on sait que vous référez souvent les jeunes vers nous, et aussi je sais que beaucoup des conseillers d'orientation ou même de travail social ou même des parents savent grâce à GRI et d'autres ressources aussi que nous existent, et ça fait un gros partie de notre travail hebdomadaire qu'on reçoit beaucoup d'appels des conseillers d'orientation, de tous ces gens-là qui travaillent dans les écoles avec les jeunes, en tout cas, qui ont des questions ils ont des jeunes devant eux qui sont trans ou ils veulent savoir plus sur les enjeux trans, et ça fait déjà plus que 10 ans, nous autres, on travaille sur faire l'éducation et la démystification sur ça. Et on commence à être un peu reconnus comme étant des experts capables de faire cette éducation-là. On n'a pas la capacité comme GRI d'aller dans toutes les écoles et de faire cette formation-là, mais ce lien, on trouve ça vraiment bénéfique et important pour nous que les gens puissent être référés vers nous et on puisse soutenir cette éducation du mieux qu'on peut avec notre petite équipe, mais juste pour dire que... Vous êtes quel organisme? Projet 10. Il y a aussi une bonne nouvelle, l'organisme Enfants Transgenres Canada, il vient juste de recevoir une subvention pour monter une formation sur les jeunes trans pour le milieu scolaire. Donc, c'est un autre organisme qui a fait ce beau travail. D'ailleurs, Projet 10, je pense que votre clientèle, c'est de plus en plus des jeunes trans. Oui. Ça a changé beaucoup dans les 10 dernières années. Oui, c'est sans pouvoir vraiment me prononcer en regardant les chiffres exacts, parce qu'on ne retient pas vraiment on ne demande pas aux gens de s'inscrire à ce niveau-là, mais de ce que je vois, je dirais, ce serait
presque la majorité serait trans. Une très importante proportion certainement les gens qu'on voit à tous les jours, qui viennent à tous les jours, sont des jeunes qui sont trans. Parce qu'il y a tellement de besoins à ce niveau-là d'accompagnement dans tous les systèmes médicaux ou légaux ou quoi que ce soit. Là, au Japon, on a un mix aussi de LGBTQI, etc. Et il y a 10 ans, par exemple, c'était surtout des jeunes homosexuels LGBT? Ben, dans le fond, on vient juste de faire ce projet de regarder notre histoire. Alors, on a vu que c'était à peu près de 10 ans, peut-être, j'oublie la date précise, là, mais peut-être un peu plus que ça, que vraiment notre mandat a changé pour explicitement inclure les jeunes trans. Ça avait commencé comme un projet pour les hommes, les jeunes hommes. Puis là, c'est devenu LGB, puis là, finalement, après c'est devenu explicitement inclusif et orienté vers les jeunes trans aussi. Et puis, de plus en plus, on en voit de plus en plus. Je pense que c'est un des premiers organismes qui ont fait ça. Oui. Il y avait une question ici. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été ici. Merci de vos Effectivement, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Judith, pour tout le travail des questions, tout ça, pour d'alimenter la discussion.